Voilà, retour sur ce plateau et cette fois-ci, je vais commencer par vous, Nestor. J'espère que vous êtes là à Ouagadougou. Alors, est-ce que vous êtes là, Nestor? Je suis là, je suis là. Oui, parfaitement. Alors, Nestor Bodassé, d'aucuns estiment que, voilà, pour contrecarrer la montée en puissance de la Russie dans votre sous-région ouest africaine, une alliance avec l'OTAN aujourd'hui serait envisagée, notamment pour, voilà, lutter contre ce qu'ils considèrent comme étant des changements anticonstitutionnels. Vous, avez-vous plus d'informations autour de cela et quel est le regard que vous portez là-dessus? Oui, nous avons eu vent de cela avec certains canaux et nous avons eu aussi d'autres informations avec les camarades qui sont en Europe, qui nous ont informés. Vous savez que la plupart des bases étrangères de l'OTAN sont beaucoup plus basées au Niger. Et raison pour laquelle, quand le secrétaire général de l'ONU était de passage là-bas, a dit de venir armer le Niger, leur donner plus de logistique, c'est pour pouvoir contrer le Mali ainsi que le Burkina dans cette montée en puissance. Et ils sont en train aussi de renforcer Abidjan. Mais nous n'allons pas abdiquer ce qui est sûr. Nous savons qu'actuellement, l'OTAN est en train de faire des exercices militaires au niveau des îles Canaries. Donc, pour venir attaquer le Mali ainsi que le Burkina Faso, pour intervenir militairement. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes déjà, le 21 juin et le 25 juin au Burkina Faso ici, nous allons sortir pour marcher contre toutes ces forces de présence militaire-là. Et nous allons forcer les bases militaires françaises qui sont à Ouagadougou ici à quitter le plus vite possible. Voilà, ils n'ont qu'à partir le plus tôt possible, sinon, c'est pas bon. Et aujourd'hui, je suis content parce que avant-hier, après la prière de vendredi, à Bobo-Gulasso, où je suis, dans la ville où je suis, les imams ont commencé à lancer des appels dans les mosquées, des pasteurs qui commencent à nous rejoindre dans nos rangs, à parler à leurs fidèles de se lever, sinon ils vont nous anéantir tous. Bon, je les ai dit, en tout cas, votre réveil est tardif, mais c'est pas mal de se réveiller. Donc, ça veut dire que la population à la base commence à comprendre le message commence à passer. Donc, nous allons battre le pavé. Et dans les jours à venir aussi, nous allons demander à toute la jeunesse, dans tous les pays africains, ce n'est plus le moment de faire des applaudissements. S'asseoir, applaudir ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Non, c'est tous les 54 pays d'Afrique. Nous avons vu l'Afrique du Sud, qui n'est pas membre des pays francophones, qui s'est levé. Donc, devant tous les ambassades de l'Union européenne, de la France, nous devons manifester, ainsi que les ambassades des USA, nous devons manifester pour leur dire de partir. Au Burkina, j'ai déjà remis la lettre à l'ambassade de l'Union européenne, la France, la Chine, ainsi que les USA. Donc, ainsi en résumé, ce que je peux dire par rapport à cela, voici les informations que nous avons par rapport à cette situation de l'OTAN qui est en train de préparer pour venir contrer le Mali et le Burkina Faso. Mais nous leur disons que c'est peine perdue. Si l'OTAN essaye, s'il pense qu'il peut faire quelque chose contre le Burkina et le Mali à l'air, là, c'est peine perdue. Parce qu'actuellement, nous allons répondre du berger à la bergère. Nous n'allons plus nous asseoir et pour regarder, ils vont faire du mal comme ce qu'ils ont fait à Kadhafi en Libye en 2011. Ça ne marchera plus. Si une seule bombe tombe là, même une seule roquette tombe seulement, le lendemain, tous les multinationales, les sociétés vont partir en fumée. Ça, c'est clair. Nous sommes prêts là-dessus et nous avons les moyens. Donc, il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer. C'est pour leur dire de nous laisser dignement vivre tranquillement notre indépendance. Nous sommes encore sous néocolonialisme. Nous sommes en train de nous battre pour nous en sortir. Donc, s'ils pensent que militairement, ils peuvent nous maintenir dans cette occupation néocolonialiste, ils se trompent lourdement et que nous sommes éclairés maintenant, nous sommes déterminés, ils ne peuvent plus rien nous faire encore. Hier, j'ai causé avec des amis qui me disaient, mais toi, ton panafricanisme là, c'est trop fort. J'ai fait sortir les preuves où je les ai montré que l'OTAN va venir bientôt nous bombarder. Ils ont dit, mais nous sommes tous des cabris morts. Je dis, voilà. Donc, Ivoirien dit, cabri mort n'a pas peur de couteau. Si vous savez que vous êtes tous des cabris morts, mettez-vous dans la danse. Ça passe ou ça casse. C'est une bonne fois pour tout. Donc, c'est pour dire que l'OTAN, parce que la France-Afrique est fatiguée, il ne peut plus rien encore. La France à elle seule, nous avons bloqué son convoi ici l'année passée. Donc, la France elle-même sait qu'elle ne peut plus rien. Maintenant, l'OTAN qui cachait derrière pour utiliser un de ses branches, qui est la France, est obligé maintenant de sortir sa tête. Et nous l'avons vu venir depuis longtemps. Parce que c'est eux qui sont venus tuer Kadhafi en Libye
et laisser les terroristes descendre, déstabiliser le Mali, une partie du Nigeria, une partie du Cameroun, une partie du Tchad, une partie du Niger. Aujourd'hui, c'est presque tout le Burkina Faso qui est annexé. On commence à faire des attaques sporadiques au nord de Côte d'Ivoire, au nord du Togo, au nord du Bénin. Nous allons nous asseoir, ils vont nous manger un à un individuellement. Je dis que trop, c'est trop, ça ne peut plus continuer. C'est pour cela que quand vous m'interviewez, je ne parle pas beaucoup. Je parle bref et je dis l'essentiel. L'heure n'est plus de tergiverser, l'heure n'est plus de parler beaucoup, l'heure est aux actions. For action. En anglais, on dit c'est le temps des actions. Donc, c'est l'heure pour passer aux actions. Ce n'est plus l'heure de faire beaucoup de débats. Depuis 2012, 13, 14, j'ai suivi Afrique Média jusqu'à aujourd'hui. Nous avons assez écouté, nous avons assez appris. Tous les téléspectateurs d'Afrique Média, nous avons beaucoup écouté, appris. Maintenant, passons aux actions. C'est l'heure de terrain, passons aux actions. Donc, dans les jours à venir, Burkina Faso, c'est 21 et 25 mai. Les autres pays, organisez-vous. D'ici là, on va lancer un mot d'ordre général et nous allons coaliser contre tous ces pays-là pour les 10 des partis. Vous avez vu en RDC, les gens marchent pour réclamer la Russie. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Au Mali, ça manifeste. Au Burkina, ça manifeste. Que tous les autres pays aussi se lèvent pour qu'on les boute hors de notre territoire une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor. Podacé, on va poursuivre avec vous, Issa Diawara, je vous retrouve. Alors, Issa, avez-vous eu vent de ce rapprochement CEDEAO-OTAN dans le but, ici, de lutter contre ce qu'il considère comme étant les changements anticonstitutionnels? Ok, merci beaucoup, merci. L'OTAN est déjà ici en Afrique de l'Ouest, ça fait longtemps. L'OTAN n'a jamais quitté l'Afrique de l'Ouest. Que les choses soient très claires. C'est-à-dire maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un jeu de mots. Toutes les armées que vous voyez à la sorte de la France ou bien des États-Unis, mais ce sont des armées qui ne gèrent que par l'OTAN. Vous avez vu quand ils mettent leurs pions à la tête des États, c'est pas gratuit. Qu'au Mali, ils avaient tout fait pour avoir un président à leur solde lors de la transition de 2012. À la suite du défunt président Amadou Toumani Touré. C'est cette transition, en tout cas, et c'est l'OTAN qui avait créé les conditions et qui avait fait déchaîner les terroristes. Qui a fabriqué les terroristes? Les terroristes sont les produits d'usines de l'OTAN. Les terroristes viennent droit des usines de production, de déstabilisation de l'OTAN. Donc les terroristes, c'est leurs produits. Maintenant, comment lutter encore contre ces mêmes produits, contre ces mêmes terroristes? Il faut faire appel à l'OTAN. Quand le Mali, la transition de 2012 avait fait venir Serval, c'est bien sûr c'est l'OTAN qui était appelé. Parce que vous appelez la France parce que la France est membre de l'OTAN. Et quand la France était venue, on a vu que c'était des Américains qui ravitaient les avions français en vol. Les Américains avaient quelle autorisation pour venir mener de telles opérations au Mali? On a vu que l'opération menée par la France était en grande partie à partir des renseignements américains. Donc l'OTAN n'a jamais quitté ici. Si jamais il y a guerre en France et autres là, vous ne pensez pas que les pays qui sont à leur sol vont envoyer des militaires africains aller mourir une fois de plus pour secourir ces pays de l'OTAN? Mais bien sûr, l'OTAN n'est jamais parti. Il s'agit maintenant de voir quelle forme on veut donner à cette coopération. C'est là maintenant qu'il veut donner la forme. Puisque jusqu'à présent, l'OTAN avait sous-traité sa présence avec la France-Afrique. Mais puisque la France-Afrique, le Mali a mis cela à nu, le Mali a déshabillé la France-Afrique. Le Mali, comme le disent les Français, le Mali a humilié les Français. C'est politiquement français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est l'OTAN même qui est en train de sortir. C'est le grand G qui est en train de sortir. Parce qu'ils ont compris, la CEDEAO l'a reconnu, le président Bandakan l'a dit, la CEDEAO a reconnu au moins que l'armée malienne est en train de gagner le terrain. Mais là, ils ont adouci les mots, c'est de l'euphémisme, c'est de la licote. C'est ce qu'ils ont fait. L'armée malienne contrôle le terrain. C'est ce qu'il fallait dire. L'armée malienne a nettoyé toutes les grandes bases terroristes. Ça n'existe plus au Mali. On ne brûle plus des villages ici. Maintenant, comment justifier l'avenir de l'OTAN? Faut-il faire croire par des changements anticonstitutionnels de régime? Mais ça s'opère partout. Vous avez jusqu'à présent, ni le Burkina ni la Guinée ne sont sanctionnés parce que ce sont des pays qui n'ont pas encore expulsé un ambassadeur de l'OTAN. Un ambassadeur de l'OTAN. Les ambassadeurs de la France sont des ambassadeurs de l'OTAN. Ce sont des gens qui travaillent pour les pays de l'OTAN.
Puisque c'est le Mali qui a fait cela, donc il faut justifier maintenant la venue formelle de l'OTAN. Maintenant, le Mali avait signé un accord avec Serval, qui a accouché d'un autre accord, qui a pris une autre forme, avec Barkhane, qui a pris une autre forme, avec Takuba. On avait presque toute l'Union européenne ici. Ce n'était pas des pays membres de l'OTAN. Le Danemark fait partie de l'OTAN. L'Angleterre fait partie de l'OTAN. Mais tous ces pays avaient des forces ici au Mali. C'est l'OTAN que le Mali a chassé. Voici tous les problèmes du Mali. Pourquoi le Mali est le seul sanctionné? Au même moment que les autres pays présentent un chronogramme électoral la même durée que le Mali. Mais c'est le Mali qui est sanctionné. Les autres renvoient peut-être la décision de leur sanction. Tout simplement, c'est parce que le Mali est le seul pays qui a sanctionné l'OTAN. La venue de l'OTAN, c'est dû au fait, une fois de plus, de contrer l'influence du colonel Assimi Goïta. Je vous ai dit, il y a des milliers d'Assimi Goïta dans les différentes armées africaines. Comment les dissuader de ne pas prendre le pouvoir? C'est ce qui est en jeu. Or, le Mali aussi, le Mali travaille aujourd'hui à asseoir une dissuasion contre l'OTAN. Le Mali est en train de dissuader toute intervention de la part d'un allié de l'OTAN, de la France ou un pays quelconque. Ce n'est pas gratuit qu'on court, on va armer le Niger, on va armer un tel pays, on va armer les terroristes, on est en train de doter les terroristes de drones de combat. Ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il y a le Mali qui est en train d'atteindre un seuil, un certain seuil. Maintenant, ils veulent donner une forme à cette présence de l'OTAN en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'ils vont juste se limiter à signer un partenariat? Est-ce qu'ils vont signer juste un traité de collaboration? Ou est-ce c'est aller jusqu'à signer un accord de défense? Parce que même avec la France, ça va commencer comme ça. C'était Serval, c'était Barkhane, puis on a signé un accord de défense, puis c'était Takuba, la venue des forces, en tout cas, mini-OTAN ici au Mali. C'est ce qui s'est passé. MINUSMA et autres là. Mais ce sont des pays aujourd'hui qui n'obéissent qu'à la volonté de l'OTAN. L'OTAN en Afrique de l'Ouest, en Afrique un peu partout, ça fait longtemps, mais sous d'autres formes. Maintenant, comment donner une présence formelle? Comment essayer de donner une présence qui soit juridiquement, légalement correcte? Comment faire accepter ça auprès des opinions africaines? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, puisque aucun pan de texte de la CEDEAO ne prévoit peut-être un référendum dans chacun des États pour faire venir l'OTAN. Donc, il faut avoir des dirigeants marionnettes au pouvoir. Et vous savez, la lutte contre le changement anticonstitutionnel, ce n'est pas un changement anticonstitutionnel. Ce changement, il s'agit de lutter contre la libération de l'Afrique qui est engagée. Parce que s'il n'y avait pas de coup d'État, Assimi Goïta n'allait pas venir. Aujourd'hui, nous soutenons tous Assimi Goïta. On se bat autour de lui. Mais c'est parce qu'il y a eu un coup d'État. En Afrique, moi, personnellement, je suis un pro-coup d'État. Moi, je salue tous les coups d'État qui vont venir, qui vont permettre aux États africains d'émerger, qui vont permettre aux États africains de libérer. Moi, je suis pour tout coup d'État qui nous fera venir de Thomas Sankara et de Assimi Goïta, le colonel Kadhafi dont nous faisons l'éloge. Mais il est venu à la suite d'un coup d'État. Maintenant, il faut condamner tout coup d'État qui va nous faire retourner entre les griffes de la France, comme Blaise Compaoré l'avait fait contre Thomas Sankara, comme Moussa l'avait fait contre Modibo Keïta. Ce sont ces coups d'État qu'il faut condamner. Or, ce qui se joue, l'OTAN est en train d'encourager de tels coups d'État. C'est pourquoi vous avez Déby Junior qui a pris le pouvoir au Tchad. Ce n'est pas un problème. Tout coup d'État qui vise à saper la montée, l'influence de la Russie, ce sont des coups d'État qui sont les bienvenus, en tout cas par le bloc de l'OTAN. Comme ils ont renversé Kadhafi, ils ont salué cela. Mais tout coup d'État qui permet à un État africain de s'affranchir de leur hégémonie, c'est ce coup d'État qui est à battre. C'est ce qu'il faut condamner. Et là, les marionnettes de la CEDEAO vont commencer à défiler de l'Union africaine. Ils vont mettre des cravates. Ils seront dans des sommets. Ils vont se mettre à réciter ce qu'ils ont bûché, ce qu'on leur a ancré dans le cerveau. Ils vont se mettre à bûcher, à réciter qu'il y a eu changement anticonstitutionnel, il y a eu ceci, il y a eu ceci. On a assassiné des présidents africains qui ne voulaient que l'autonomie, l'indépendance de l'Afrique. Et les vrais assassins n'ont jamais été inquiétés. Ça ne dérange pas la CEDEAO, ça ne dérange pas l'Union africaine, mais c'est quand il y a coup d'État, c'est quand il y a un changement pour faire venir des patriotes à la tête des États, c'est ce coup d'État-là qu'il faut sanctionner. C'est Assimi Goïta qu'il faut sanctionner. Mais mon Dieu, qu'est-ce que Assimi Goïta fait contre les textes de la CEDEAO? Qu'est-ce que Assimi Goïta fait qui va à l'encontre des intérêts de la CEDEAO?
Mais Assimi Goïta, là, c'est son combat, là. C'est parce qu'il est en train de libérer le Mali et l'Afrique du joug occidental. C'est pour cela qu'il est sanctionné. Et l'OTAN n'a jamais quitté ici. Vous n'avez que des marionnettes de l'OTAN à la tête de beaucoup des États africains. L'OTAN est en train de mettre la forme à sa présence. Maintenant, quelle forme ils vont donner, comment ils vont l'appeler, ça n'engage que c'est ce travail qui est en cours. Mais est-ce nous allons les laisser faire? Parce qu'une fois que vous scellez un accord avec ces gens-là, ça serait difficile d'en sortir. Hein. Comme on le dit à Bambara, comme on l'a dit, comme on l'a dit. C'est pas facile. Hein. Une fois que vous scellez un accord avec... Vous avez vu toutes les difficultés que le Mali a eu à se défaire des accords signés avec la France. Et cela n'inspire pas ces dirigeants marionnettes. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir. Ils ne pensent à rien d'autre qu'à leur pouvoir. Mais ils ne sont pas éternels. Même Mobutu est mort il y a longtemps. Et Adema a passé. Beaucoup sont passés. Omar Bongo a passé. Nul n'est éternel sur terre. Mais leur pays, là, leur pays doit demeurer. Les États africains vont demeurer. Les hommes vont passer, les peuples vont demeurer. Les États vont demeurer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi, le pouvoir de tout. Pour moi, comment me maintenir au pouvoir. Même si je vais faire massacrer tous mes opposants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc pour répondre à votre question, l'OTAN a toujours été là. L'OTAN a toujours fait assassiner des dirigeants patriotes africains. Et l'OTAN a toujours fait condamner des coups d'État qui vont à l'encontre de leurs intérêts, que nous, on n'appelle pas coup d'État, que nous appelons une révolution. Ce qui se joue au Mali est une révolution. Je vous salue pour ne pas être trop long. Merci. Merci, nous vous remercions. Et retour sur ce plateau avec vous, docteur Bassiliquin. Faut-il s'inquiéter? Voilà, on sent que l'OTAN a envie d'encourager les organisations africaines vers une répression de ce qu'ils appellent le changement anticonstitutionnel. Faut-il s'inquiéter dans le cas de la CEDEAO, de votre point de vue? Il faut s'inquiéter de tout ça, oui. Oui. Parce que on ne peut pas imaginer un instant que des gens qui n'habitent pas dans votre pays prétendent vous dicter ce que vous avez à faire, prétendent concevoir et appliquer chez vous ce qui est susceptible de vous rendre heureux. Ce n'est pas possible. Alors, avec la mondialisation, le libéralisme occidental a décidé de faire de toute la planète un système unique au-dessus duquel siégeraient les États-Unis, qui décideraient alors de l'avenir et du devenir de chacun de nous. Eh bien, la Russie, en raison des potentialités qui sont les siennes, en raison des forces économiques, sociales, politiques, militaires qui sont les siennes, pense qu'il n'est pas bon qu'un seul pays, quel qu'il soit, puisse devenir le patron de toute la planète. Et à ce moment-là, tous les autres seraient des colonies. Parce que voilà, vous savez, nous autres Africains francophones, depuis 1960, nous sommes censés être indépendants. Mais nous constatons que nos richesses, nos matières premières les plus importantes sont pillées, exploitées et totalement mises au service des pays étrangers, ce qui ne nous apporte rien. Un seul exemple, vous voulez faire une route, vous allez emprunter à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au Club de Rome, au Club de Paris. Tout ça, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes oiseaux sur les mêmes branches. C'est-à-dire que ils vous prêtent de l'argent, vous faites un ouvrage, et pendant 25 ans, ce que rapporte l'ouvrage est remboursé sous forme de dette, et à ce moment-là, et au bout de 25 ans, si cet ouvrage tient encore debout, eh bien, ils reviennent pour dire on va le remettre à flot, on va l'arranger, on va le requinquer, et vous repartez sur 25 ans d'endettement. Et par conséquent, depuis les indépendances, nous avons travaillé au profit de l'OTAN. Si l'OTAN devait s'imposer en Afrique, encore plus fortement qu'elle ne l'est en ce moment, parce que jusque-là, nous étions sous l'OTAN. La France qui gérait, si je puis dire ainsi, l'Afrique
prétendument francophone, eh bien, c'est tout simplement qu'elle avait reçu une sorte de mandat des États-Unis et elle faisait de l'Afrique, de nos richesses, de nos hommes, de tous nos biens, des choses exploitables au profit de du seul OTAN. Eh bien, là aujourd'hui, grâce à la Russie, à défaut que chacun reste totalement indépendant des autres, au moins avec la Russie, on peut avoir deux systèmes et il faudrait que chacun choisisse celui dans lequel il estime pouvoir s'épanouir le mieux possible. Et à terme, bien évidemment, devenir de véritables États souverains. Parce que quand on voit que des Américains votent des lois nationales qu'ils prétendent imposer à des pays étrangers, qu'est-ce que c'est? Sinon du colonialisme. Par conséquent, bien évidemment, l'OTAN voudrait s'installer avec la CEDEAO et probablement avec toute l'Afrique. Et comme ça, quelques mouvements, quelques velléités d'indépendance que quelqu'un manifestera, eh bien, l'OTAN écrasera ça sous ses bottes, exactement comme on l'a fait depuis 1960. Tout à l'heure, l'intervenant extérieur hors de ce studio nous a rappelé comment Modibo Keïta, comment Kadhafi, comment Thomas Sankara ont été sacrifiés au profit des seuls pays occidentaux, c'est-à-dire de l'OTAN. Eh bien, dans ces conditions-là, nous disons que nous autres Africains, nous devons essayer une autre alternative. Il ne s'agit pas d'enlever sa casquette à Paul pour la donner à Pierre, non. Il s'agit bien évidemment que s'il y a deux systèmes concomitants et concurrents, eh bien, on choisisse celui avec lequel nous voulons coopérer. Il ne s'agit pas d'aliéner nos souverainetés nationales. Nous choisissions celui avec lequel nous voulons coopérer pour le mieux-être de nos États, de nos concitoyens. Parce que sans développement économique, il n'y a pas de bien-être matériel et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive malheureux, qu'il croupisse sous la misère. Ce serait cela si un jour l'OTAN devenait la patronne de toute la planète. Mais ce pourrait être autre chose. Si il y a une alternative, eh bien on choisira toujours ce qu'il y aura de meilleur pour nous. Voilà comment personnellement je vois les choses. Et il est évident que l'OTAN, petit à petit, a grignoté presque toute l'Europe jusqu'à être aux portes de la Russie. Eh bien, la Russie a dit non. Je ne peux pas me laisser encercler de telle manière que si un jour vous m'attaquez, je ne sache pas me défendre. Il y a une limite à laquelle vous devez vous arrêter, exactement comme en 1963, vous m'avez demandé de démanteler les missiles qui étaient à Cuba. Vous avez en retour démantelé ce qui était en Russie et qui menaçait l'Union soviétique. Eh bien, c'est le même statu quo. C'est à ce statu quo-là qu'il faut revenir, à savoir respecter la souveraineté et l'espace vital de chacun. Si on encercle les pays, si l'OTAN s'installe en Afrique pour faire de nous des pays où des lois votées par le Parlement américain nous obligeraient, eh bien ce ne serait plus, nous ne serions plus des États souverains, nous n'aurions plus des peuples souverains, nous aurions tout simplement des colonisations. Pourquoi ne pas dire des esclaves au service de l'OTAN? Et ça, personne qui est sain d'esprit ne peut imaginer une telle chose. C'est pour ça que nous n'avons pratiquement plus le choix. Il faut la pluralité au monolithisme. C'est pour cela que le panafricanisme actuellement se bat. Certes, pour le bonheur et le bien-être de l'Afrique et des Africains, mais nous savons que ce bonheur, ce bien-être-là, sont impossibles
si c'est l'oncle Sam, qui domine la planète et qui impose, comme ça se passe depuis la fin de la guerre, depuis 1949 pratiquement, dans notre ère de vie, c'est les États-Unis qui ont décidé de tout, et il est temps qu'on cesse de faire comme cela, parce que ça ne nous a apporté aucun bénéfice, aucun bien-être. Eh bien, on ne peut pas continuer à nous fourvoyer dans l'esclavagisme. Ça, ce n'est plus acceptable. Merci à vous, docteur Basiliquin, président Madakani. Pour sortir, faut-il s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. On l'a suivi sur le plateau parce que, évidemment, on sait que le but ici, c'est par exemple d'être capable d'aller avec l'OTAN contre Assimi Goïta de façon armée, comme on l'avait vu avec Kadhafi. Mon cher Guy, je vais essayer d'être à la hauteur des interventions extraordinaires qui m'ont précédé. Dès le début des opérations militaires à l'Ukraine, j'ai dit que c'est l'Afrique qui est au cœur de ce combat. Vous vous souvenez? Parfaitement. Je l'ai toujours dit ici, que tout ça, ça va tourner, ça va venir, c'est l'Afrique que ça va venir, je l'ai dit. De par le passé, quand nous avons dit ici que l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir était la plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain, certains n'ont pas vite perçu ce qu'on voulait dire. Ceux qui l'ont perçu sur le temps n'ont pas bien approfondi ça. Eh bien, la mission historique du ouattarisme est devant vous. C'est-à-dire consolider de façon officielle, n'est-ce pas, l'OTAN, une africanisation de l'OTAN. Quand mon ami Diawara vous dit que l'OTAN est en Afrique depuis longtemps, mais ce qu'il dit se relève de l'évidence, c'est la vérité qu'il dit, M. Diawara. J'ai souvent rappelé ici que l'OTAN était au Niger, et que la France au Niger, c'était la façade de l'OTAN, avec l'unité 201. Je l'ai dit plusieurs fois ici. J'ai rappelé ici le comportement de M. Mamadou Issoufou, n'est-ce pas, un ennemi du continent africain, qui s'est en pris au panafricanisme à un moment donné en disant que personne n'a le droit de leur dicter leur conduite en termes d'alliance. Et que les Occidentaux, les bases militaires occidentales sont les bienvenus en Afrique. Vous avez oublié ça? Amadou Issoufou, opérant comme président du Niger à son temps, préparant l'arrivée au pouvoir de celui que nous voyons là aujourd'hui. J'ai rappelé ça. Quand le secrétaire général des Nations Unies, puisqu'on l'appelle comme ça, hein, pour nous c'est un parfait voyou, pas? Alors, quand il est arrivé dans sa dernière visite ici, j'ai crié ici que ce qui se passe au Niger là est une déclaration de guerre où un secrétaire général de l'ONU en fonction renie la Charte des Nations Unies, remplace la Charte des Nations Unies par une entité qu'on appelle communauté internationale, et au nom de cette communauté demande un armement international du Niger. J'ai crié ici pendant au moins 2 émissions par rapport à ça. Et maintenant, vous voyez, M. Ouattara donc, veut officialiser simplement, c'est-à-dire transformer la CEDEAO en CEDEAO OTAN. Donc les choses sont posées, mon cher Guy Fondam. Pour comprendre toutes ces dynamiques, il faut les inscrire dans leur destin naturel et dans leur perspective historique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vous ai dit ici que, avec la loi qui a été votée par les Américains contre l'Afrique, à travers cette déclaration de guerre contre l'Afrique qui a été faite par les États-Unis, n'est-ce pas, on assistait, j'avais parlé d'une dégradation, que c'est le plus grand, c'est la plus grande rétrogradation, c'est la plus grande régression du droit international. C'est pas ce que je voulais dire exactement. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est qu'on assiste nous sommes en phase de dévoilement de l'essence du droit international. C'est 2 choses différentes. Quand on dit qu'une chose régresse, c'est comme si elle avait constitué un progrès. Le droit international, dans son acception vulgaire et conventionnelle, a semblé pour beaucoup d'acteurs africains, surtout les juristes entre guillemets internationaux, tous ceux qui se nourrissaient et mangeaient, n'est-ce pas, à partir de ce commerce international du droit international, les fonctionnaires internationaux, les États qui en profitaient, il y avait une espèce de consensus, n'est-ce pas, un consensus tacite d'intérêt, mon cher Guy Fondam, qui amenait les autres à dire que le droit international était un progrès. Mais des révolutionnaires, des gens attentifs ont toujours su que le droit international n'était pas un progrès. Pourquoi? Les gens ont confondu le droit international au sens noble du mot, qui a construit dans l'avenir Guy Fondam, et une occidentalisation du droit, de la loi et des jurisprudences. J'espère que je parle français. Et bon, nous parlons mieux français que les Français, c'est connu, nous savons. Évidemment, voilà. Oui. C'est le rapport qui dit ça, hein, que 45% des Français parlent français après. Et je vois quelqu'un qui rit de l'autre côté que j'aime beaucoup, on se comprend.
On se comprend. Mon frère dit de l'autre côté, on se comprend. Donc, je t'ai dit que... on parle français mieux que le français, c'est bon. On les bat partout. Hein. On parle même français, leur langue mieux que... Donc, je t'ai dit que... Donc, les gens ont confondu l'occidentalisation de la loi, du droit et des jurisprudences, ont confondu ça au droit international. Or, le droit international n'a été qu'une structuration juridique, une codification juridique des intérêts occidentaux dans le sens d'éterniser leur domination sur le monde. Alors, si on appelle ça droit international, moi, je dis que... Alors, on dit que nous ne sommes plus les Africains. Faut-il appeler que le droit est né en Afrique? Que la loi est née en Afrique? Que la jurisprudence est née en Afrique? Donc, c'est cela que s'agit mon cher Guy Fondop. Et pour confirmer mes thèses, j'ai dit ceci, on donne les arguments là, quand nous parlons. Le droit international, le développement de son essence, pour les jeunes générations, on peut le dater depuis la consécration des concepts de guerre préventive qui ont justifié ce que vous connaissez, la guerre d'Irak et le projet Grand Moyen-Orient, où les Occidentaux, disons au monde entier, l'inauguration d'une nouvelle ère géopolitique que les gens ne voyaient pas. C'est clair. Quand le fils Bush, sur la base d'un mensonge, attaque et détruit l'Irak. Guerre préventive. À la notion de guerre préventive, il faut ajouter l'autre notion qui est la sœur jumelle de la notion de guerre préventive, c'est la transformation des États en États voyous par un autre État. C'est-à-dire que les Américains décident que l'Irak c'est un État voyou. Et à partir de ce concept, on décide de faire une guerre préventive à l'Irak parce que c'est un État voyou. Or, l'État qui qualifie l'Irak d'État voyou est l'État voyou par excellence sur la planète, les États-Unis. Vous avez, mon cher Guy Fondop, le droit d'ingérence étrangère dans un pays. Ça, c'est le machin qui ont commencé, c'est comme ça qu'on a commencé à écarter le droit international, du moins à dévoiler l'essence du droit international. Son essence impérialiste et ethno-impérialiste. On a commencé à le dévoiler. Vous avez la notion des sanctions qui culmine aujourd'hui avec les sanctions sur la Russie. C'est quoi les sanctions? Les sanctions c'est consacré par quelle législation internationale? Quels sont les fondements juridiques au niveau international du régime des sanctions d'un pays par un autre pays? Vous me dites ça? Ça n'existe pas. On peut continuer avec le droit humanitaire qui empêche le Mali de remporter une victoire décisive contre les terroristes. Le dernier rempart de protection des terroristes, c'est le soi-disant droit humanitaire, qui fait que tout terroriste est présumé innocent. Et que seul l'Occident peut dire que tel est terroriste et ne l'est pas. Mais quand chez eux, quelqu'un tue avec un couteau blanc, avec une arme blanche, le couteau, on le fusille sans jugement, on dit que c'est un terroriste. Et ça peut continuer comme ça. Donc, vous voyez toute cette trajectoire, mon cher Guy Fondop, de dévoilement de l'essence du droit international est en train de culminer maintenant avec ce qu'on est en train de voir dans le théâtre du Sahel. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais chuter par là. Il ne faut pas te raconter des histoires. Le monde va vers la guerre froide. Par le passé, le rideau de fer, la frontière qui consacrait la guerre froide était en Allemagne. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Mais cette frontière va se déplacer au niveau global. C'est désormais une frontière qui va opposer deux camps. Le camp de la libération de l'humanité et le camp de ceux qui veulent éterniser la domination occidentale. Voilà la nouvelle frontière géopolitique mondiale. Et c'est ce qui est en train de se jouer là-bas au Sahel. Ne vous trompez pas. Les dirigeants maliens ont anticipé. Cette guerre dont moi je parle depuis des semaines, des années ici, cette guerre-là, depuis le déclenchement de la crise ukrainienne, depuis même l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, j'ai dit aux Maliens, vous allez faire la guerre. Vous allez faire la guerre contre l'Occident. Je leur ai dit, ils le savent, ils le savent, ils ne sont pas naïfs, mais ce sont des gens qui maîtrisent les lois de la diplomatie internationale. Ils sont mûrs, ils ne parlent pas. Mais analysez les actes. Lorsque le président Assimi Goïta décide de reconnaître, quand le Mali décide de reconnaître les républiques de Lugansk et de Donetsk, dites-moi un pays dans le monde qui est allé jusqu'à ce niveau. Dites-moi un pays qui est allé jusqu'à ce niveau. Mais que me dit cet acte de reconnaissance? Le Mali vous parle. Le Mali a démontré à tous les pays africains jusqu'à quel niveau ils sont prêts à aller. Et je peux vous dire, les dirigeants qui, à Malabo, ne sont pas entendus, se sont opposés au projet occidental, ont bien compris le message qui vient du Mali. Ça veut dire qu'Assimi Goïta et les dirigeants maliens sont en train de dire que nous reconnaissons ces deux républiques. Ça veut dire que notre allié géomilitaire majeur, c'est la Russie. Et la Russie vient de vous dire que quiconque attaque le Mali a attaqué la Russie. La Rome l'a dit. Mais écoutez où les choses sont en train de partir. On n'est plus en train de jouer. Lorsque les Américains
la dernière séquence de ce qui se prépare, c'est la livraison de certaines armes à l'Ukraine. Certaines armes de longue portée qui peuvent même atterrir même en Russie. Non, atterrir en Russie. Écoutez ce qui a été dit. La Russie a dit que si on franchit cette ligne rouge, elle va frapper un pays comme la Pologne, allié de l'OTAN. Mais ils sont allés plus loin. Elle va frapper les centres de décision, y compris à Washington. Mais réveillez-vous. La Russie l'a dit. Oh, les Américains qui sont des lâches, parce qu'à l'heure où nous parlons, l'État, l'Amérique, sur le plan militaire, n'est pas en mesure de faire une guerre à la Russie. Laissez le produit là. On connaît l'état des armes dans le monde, on connaît. Pour ceux qui se font, ils savent ce que je suis en train de vous dire. Les Américains sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent généraliser les guerres du type ukrainien dans le monde pour entraîner la Russie dans une guerre d'usure et l'affaiblir et espérer ainsi maintenir l'Occident en position de domination alors que sa décadence est actée. Son effondrement est acté. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Guy Fondon. Donc, les pays africains qui vont continuer à faire du cinéma, qui tergiversent alors que l'orientation du monde est claire. Alors nous sommes là. C'est de cela qu'il s'agit. La défaite en Ukraine, c'est fini. L'Ukraine, c'est terminé. Ils se sont déjà partagés l'Ukraine. C'est fini. Donc, le centre de déplacement maintenant des nouvelles guerres géostratégiques des Américains pour essayer de continuer à exister, de doter l'Occident pour exister, c'est où? C'est le Sahel. On va déporter ça vite au Sahel tout à l'heure. J'ai entendu mon excellent ami Diawara dire, développer très bien que les conditions juridiques ne sont pas réunies. Mais ils s'en fichent du droit. Ils s'en fichent, mon cher frère, tu as raison. Mais ils s'en fichent. Ils vont foncer. Mais c'est pour être enterré. Je vais terminer par là. C'est pour être enterré. L'Occident a conquis le monde en esclavagisant l'Afrique. Elle va être enterrée, n'est-ce pas, en Afrique, parce que le criminel revient toujours sur le lieu de son crime originel. Merci à vous, Président Bandakani. Merci au docteur Bachiliquin. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Nestor Podacé depuis Ouagadougou. On vous dit merci, Nestor. Merci à vous d'être passé ce soir, cet après-midi, autant pour moi. Merci, Afrique Média. Merci également. Merci, Issa Diawara. Merci. Voilà, merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous sommes arrivés au terme de cet échange et nous vous souhaitons simplement une excellente suite à l'écoute des programmes de la télévision panafricaine qui se poursuivent et on se retrouve très très vite. À très bientôt.